L'armistice fut signé à Rotonde le 22 juin 1940 et prévoyait un arrêt des combats le 25 juin seulement. Et la convention d'armistice séparait la France en deux grandes zones, une zone dite libre qui est laissée sous l'autorité du gouvernement français et une zone occupée qui est placée sous administration allemande. La zone libre occupe tout le sud-est de la France jusqu'à la Méditerranée et la zone occupée comprend notamment tout le littoral atlantique qui est d'ailleurs placé sous une autorité militaire spéciale, de crainte d'un débarquement et pour surveiller la frontière maritime. On peut signaler que dans la zone occupée, tout le nord de la France, la Flandre, l'Artois, le Hainaut sont rattachés au commandement allemand de Bruxelles. L'autorité allemande en France est représentée par l'ambassadeur d'Allemagne à Betz. Et la grande question, c'est que va devenir la flotte française qui est stationnée dans des ports de métropole, mais aussi dans tout l'empire colonial. Elle ne doit servir à aucun des deux belligérants, ni les Britanniques, ni non plus les Allemands. Et donc elle est consignée dans ses ports d'attache. Et le gouvernement de la zone libre dispose encore d'une armée de 100 000 hommes qu'on appelle l'armée de l'armistice. En réalité, cette convention d'armistice sera violée aussitôt par les Allemands qui vont réannexer l'Alsace-Lorraine. Et il y a un événement qui va avoir de très graves conséquences. C'est le bombardement de la flotte française de Merset-Kébir, qui est un port d'Algérie. Le 3 juillet 1940, la flotte britannique bombarde la flotte française de Merset-Kébir sur ordre de Churchill. Alors c'est un événement dont le sens doit être un petit peu précisé. D'abord, il exprime la volonté de Churchill de faire la guerre jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte, ça veut dire nous sommes prêts à tout. Et puis, ce qu'il faut préciser, c'est que Churchill a à Londres un homme qui s'appelle le général de Gaulle qui lui répète tous les matins que les Français vont livrer la flotte aux Allemands, ce qui est faux et ce que l'avenir révélera être faux. Mais ça a certainement influé sur son jugement. Mais la conséquence, ce sera un très grand choc psychologique dans la population française qui a déjà été un petit peu troublée par la défection britannique, car c'est une défection, et qui va donc être animé de sentiments anti-anglais, à commencer par l'amiral Darlan, qui a été d'ailleurs un des créateurs de cette flotte. À cette occasion, presque tous les Français qui sont présents en Angleterre vont rentrer en France. Le gouvernement de l'armistice, le chef de l'État est le maréchal Pétain, le chef de gouvernement va être Laval, quitte Bordeaux pour s'installer d'abord à Clermont et ensuite à Vichy, qui est une ville d'eau qui dispose de nombreux hôtels qui peuvent accueillir les ministères. C'est pourquoi on parlera de gouvernement de Vichy. Et le 10 juillet 1940, les deux chambres, réunies en Assemblée nationale, donc la Chambre des députés et le Sénat, se réunissent en Assemblée nationale et par 569 voix contre 80 et 17 abstentions, votent la mesure suivante qui accorde les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. L'Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République, sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. Travail, famille, patrie sera la devise de l'État français pendant la guerre. Et ce gouvernement va essayer de mettre en œuvre une révolution nationale qui rompe avec les gouvernements précédents de la Troisième République qui finalement ne donnaient quand même pas grande satisfaction. La principale mesure, c'est que les syndicats vont être remplacés par des corporations. Il en reste d'ailleurs des traces puisque l'ordre des médecins a été créé à cette époque-là. Et puis il y a une série d'organisations qui sont censées aider à redresser le pays, les Compagnons de France, qui sont une organisation de jeunesse, et puis les chantiers de jeunesse. Les chantiers de jeunesse sont en fait un substitut du service militaire. Par la suite, ils alimenteront d'ailleurs la résistance. La franc-maçonnerie est dissoute à partir d'août 1940, ce sera aggravé en août 1941, et puis un statut particulier des Juifs qui leur ferme l'accès à certaines professions est promulgué le 30 octobre 1940. Il faut noter que ces mesures ne suscitent pas une grande émotion à l'époque, et d'ailleurs pas non plus à la Libération. Ce sera en fait reproché plutôt plus tard, curieusement. Cette révolution nationale, en réalité, ne va pas transformer profondément la France parce que la grande question du moment, c'est la question du ravitaillement. Il y a du rationnement, beaucoup d'hommes sont prisonniers, les récoltes sont insuffisantes, une grande partie de la production est confisquée par l'Allemagne, une grosse partie d'ailleurs, et puis il y a une autre question qui est très grave, c'est celle des prisonniers. Il y a 1 500 000 prisonniers dont le sort définitif ne peut être réglé qu'à la signature d'un traité de paix qui apparaît pour l'instant extrêmement lointain. Donc tout cela absorbe les énergies et Pétain se consacre surtout à ce qu'il considère comme sa mission première, c'est d'adoucir les souffrances du peuple français. C'est pour ça qu'il dit « j'ai fait
personne à la France. Alors, pour avoir l'atmosphère un peu de cette époque, il y a un certain nombre de livres. Il y a un très beau livre de Jean Dutour qui s'appelle Au Bombeur, qui est très intéressant et très complet, et c'est un très beau livre. Et puis également dans Marcel Aimé, La traversée de Paris, il y a beaucoup d'évocations de toute cette période qui ont été d'ailleurs souvent adaptées au cinéma. Et dès le début de l'occupation, se pose la question de la collaboration. Il faut faire attention, ce mot a plusieurs sens, il a même profondément un double sens. Il y a d'abord des partisans de la collaboration pure et simple, c'était de soutenir l'Allemagne, de se rallier à la cause allemande. Elle est soutenue par Déat, qui était un ancien ministre du Front populaire, et puis par Doriot. Doriot, c'est un ancien communiste qui a fondé le Parti populaire français, le PPF. Et eux disent il faut soutenir la cause allemande, c'est la juste cause. Il y a un autre sens au mot collaboration, c'est d'apporter une certaine aide à l'Allemand, en tout cas de composer avec ses demandes, et puis pour gagner du temps afin de reprendre le combat. Et la grande question, ça va être à quel moment devra-t-on le faire? Quel sera le moment propice pour éviter que des cataclysmes ne s'abattent sur la population française, et pour qu'il y ait aussi une certaine efficacité militaire, car dans une guerre, l'efficacité est quand même une chose importante. Et le général Weygand, par exemple, veut appliquer l'armistice sans complaisance, à la lettre, pour gagner du temps et attendre le bon moment pour reprendre la guerre. Et Laval, lui, il veut collaborer un petit peu plus activement afin d'obtenir des avantages supplémentaires et un meilleur traitement de la part de l'Allemagne. Il y aura donc une rivalité entre ces deux conceptions, un petit peu plus active ou un petit peu plus légaliste, si on peut dire, si bien que Laval, chef du gouvernement, va faire envoyer Weygand en Algérie, et là il s'occupera de reconstituer une armée en attendant le moment de la reprise des hostilités. Et cette question de la collaboration est également l'objet de l'entrevue de Montoire. Qu'est-ce qui s'est passé à Montoire? Il n'y a pas de compte-rendu officiel, c'est une rencontre entre le maréchal Pétain et Hitler. Hitler est de retour d'Espagne, où il a tenté, en vain d'ailleurs, de convaincre le général Franco d'entrer dans la guerre à ses côtés. Et il rencontre Pétain en gare de Montoire. Ils se serrent la main, la photo est très célèbre sur le quai de la gare de Montoire. Et ils se rencontrent dans une voiture et nul ne sait ce qu'ils se sont dit. Ce qui est certain, c'est que le maréchal Pétain espère, comme le dit Pierre Laval, que en donnant des petites faveurs aux Allemands, on va obtenir des faveurs en retour. Et en réalité, ce ne sera pas du tout le cas. Hitler considérera que ce qu'on lui offre n'est pas suffisant et les conditions imposées par l'Allemagne seront plutôt plus dures qu'avant. Ce qui fait que Pétain sera extrêmement déçu et que du coup, il va renvoyer Laval le 13 décembre 1940. Laval va être remplacé d'abord par Flandin. Et Flandin va être renvoyé sur l'injonction des Allemands et ensuite remplacé par l'amiral Darlan en février 1941. Et Darlan, il adopte d'abord une politique proche de celle de Laval, il le voit, il essaye de ruser avec les Allemands, de leur accorder des choses pour leur en refuser d'autres, et puis au fil du temps, il va se montrer plus ferme. Pourquoi? Parce que les échecs de l'armée allemande en Russie, avec Stalingrad, et ensuite en Libye, avec la bataille d'El Alamein, vont laisser entrevoir une défaite de l'Allemagne. Et par conséquent, Darlan se montre plus ferme et moins accommodant. Si bien qu'en avril 1942, les Allemands vont exiger le retour de Pierre Laval, qui va à ce moment-là gouverner seul, et le maréchal Pétain sera un peu relégué au second plan. Et Laval va obtenir un certain nombre de résultats. Il va obtenir la libération de 100 000 prisonniers en échange du service du travail obligatoire, le STO, qui envoie 600 000 ouvriers travailler en Allemagne. Mais il va aussi aller de plus en plus loin dans la complaisance envers les exigences allemandes. Il va y avoir notamment la rafle des Juifs au Vélodrome d'hiver, la grande rafle du Veldiv, comme on l'appelle. Mais en réalité, tout a changé depuis le débarquement en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942. Car à ce moment-là, la zone libre est envahie. Il n'y a plus de zone libre. La flotte française, qui est toujours dans le port de Toulon, se saborde pour ne pas tomber entre les mains des Allemands le 27 novembre 1942. Cette date de 1942, l'invasion de la zone libre, est la conséquence du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord le 8 novembre 1942. Et à ce moment-là, une grande partie des forces françaises qui existent dans tout l'Empire reprennent le combat peu à peu, sont armés par les Américains, et par conséquent le cours de la guerre change. À ce moment-là, le général Weygand adjure le maréchal Pétain de reprendre officiellement le combat. Il juge que la situation est suffisamment solide et que les risques pour la population française sont moindres, mais le maréchal Pétain ne se décidera jamais à franchir le pas.